vicious spirit, it's nothing but a dram on dram. Spit on. Ils disent que je suis différente. Et différente, elle l'était vraiment, Betty Davis. Véritable icône de la contre-culture new-yorkaise de la fin des années 60, première mannequin noire à défiler en Europe, à Londres, elle était aussi autodidacte en musique. Elle écrivait, produisait, arrangeait, fabriquait elle-même ses costumes extravagants et sexy, et quand elle montait sur scène, elle cassait la baraque. Et pourtant, Betty Davis est aujourd'hui encore bien trop méconnue du grand public. En tout cas, bien moins que l'homme dont elle portait le nom, Miles, qui fut son mari pendant seulement 1 an avant qu'elle le quitte. Mais cette année-là, de septembre 1968 à 1969, fut pourtant une des années les plus charnières pour la carrière du musicien. Car Betty, avec les 20 années qui les séparaient, va décoiffer son jazzman, elle va le rendre funk, et même un peu rock, aux yeux d'un monde qui change et qui ne veut plus être sage à la veille du mythique Woodstock. Betty, sage, elle ne l'était pas du tout. Et en 1973, pour elle, c'est fini d'être dans l'ombre des Jimi Hendrix, des Eric Clapton, des Sly Stone et surtout des Miles Davis. Elle va se lancer à son tour. Et devinez quoi ? Sa carrière ne durera que 3 petites années, 3 albums, avant qu'elle ne mette définitivement un terme à la fois à une vie d'artiste et à toute vie publique. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre et de retracer ensemble une autre histoire de cette femme, souvent considérée comme la muse de la scène noire des années 60-70, amie de ceux dont l'œuvre n'est plus à vendre, et qui mérite vraiment le titre de reine du funk. Je suis Marie Guénou, bienvenue dans Muse. Le regard masculin a été associé à un regard neutre pendant très longtemps. Et c'est juste pour dire, en fait, ce regard a une origine et a aussi un rapport avec la domination masculine, en fait. Et nous, on propose un regard féminin qui, en fait, n'est pas ontologiquement différent, mais qui est hybride. Mais on est tellement sur cette idée d'associer le génie et la création artistique avec le masculin qu'on n'a même pas pensé à autre chose. En fait, en tant que femme, on fait l'expérience tous les jours, non pas de se sentir femme, mais d'être femme, parce qu'on est ramené à ça. En histoire, il y a vraiment quelque chose, c'est tant qu'on cherche pas les femmes, on les trouve pas. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Betty Mabry a seulement 15 ans lorsqu'elle quitte la Pennsylvanie pour New York. Issue d'une famille modeste avec un père fondeur dans la sidérurgie et une mère infirmière, elle gardera de ses origines rurales son accent et la franchise qui l'a caractérisée, mais aussi l'éducation musicale de sa grand-mère, qui, dans une Amérique en ségrégation, ne vivait que pour le blues. La jeune Betty veut voir grand dans la ville qui ne dort jamais. En commençant par des études de mode à 20 ans, elle arrive à gagner correctement sa vie en tant que mannequin, tout en continuant à travailler dans les cafés les plus emblématiques de la Big Generation. Elle devient amie avec la scène new-yorkaise qu'elle fera rencontrer plus tard à Miles Davis. C'est en 1967 qu'elle rencontre l'homme auquel elle reste associée 40 ans après leur rencontre. Alors qu'elle n'en a pas l'habitude, car cela l'ennuie plus qu'autre chose, Betty se rend un soir à un concert de jazz. Miles, sur scène, ne voit que Betty et l'aura inhabituelle qu'elle dégage. C'est le coup de foudre. Leur union sera courte, nocive et même violente. Miles encourage Betty dans un premier temps dans ses projets musicaux, en la poussant dans ses premières sessions d'enregistrement en studio, notamment avec Herbie Hancock, elle qui composait déjà pour d'autres, comme sur l'album Uptown in Harlem du duo soul The Chambers Brothers. Mais la possessivité maladive et les tendances alcooliques de Davis le rattrapent vite. Il la bat. Heureusement, Betty ne restera pas longtemps dans ce ménage chaotique, mais cette relation les marquera tous les deux à vie. Pour Miles, ce sera bénéfique, en l'aidant à se transformer musicalement,
Betty a totalement modernisé Miles, qui sort Beaches Brew en 1970, album de fusion entre rock et funk. Certains disent même que ce titre n'est pas issu de l'esprit de Miles, mais également de celui de Betty. Plus que sa muse, comme beaucoup la retiendront jusqu'à aujourd'hui, son rôle est déterminant dans l'orientation de la carrière musicale de Miles Davis. Mais revenons-en à Betty. En 1973, elle sort son premier album studio, en proposant une véritable expression féminine, mais aussi érotique, du funk. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. Dans l'écriture, elle chantait tout et elle ne retenait rien. Dans ses paroles, elle parle de l'amour physique, charnel et de l'énergie presque animale qui l'habite. Sur les lignes de basse, qu'elle siffle d'abord pour les traduire aux musiciens, elle grogne son désir. Dans son style, il n'y a pas de calcul, tout est instinctif. Sur scène, elle apparaît fière et provocante. Elle assume ses bodys échancrés, ses grandes bottes de cuir et ses mini-shorts. Et puis surtout, elle adopte une attitude totalement libre et désinvolte, presque punk. Aucune artiste féminine avant elle n'avait osé revendiquer une telle indépendance sexuelle. Betty a en effet le contrôle total sur son corps et sur le regard que les hommes lui portent. Elle ne cherche aucunement à charmer. Ce qu'elle veut, c'est tout dévorer sur son passage et en tirer son plaisir. Alors, face à son public, elle rampe et elle crie de sa voix rock des paroles crues sans ambiguïté. Elle va même jusqu'à simuler l'orgasme sur scène. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Ces mélodies torrides ne vont pourtant pas faire l'unanimité. Les critiques violentes fusent, notamment du côté de la presse américaine, largement puritaine et raciste, qui ne supportait pas de voir une femme noire apparaître sur scène ainsi. Elle est perçue comme provocatrice, comme un objet d'outrage vis-à-vis des mœurs de l'époque. En 1974, après la sortie de son deuxième album, les détracteurs de Betty sont de plus en plus nombreux. Ses titres sont censurés des radios suite à des plaintes d'auditeurs. Des associations religieuses militent devant ses concerts pour qu'il soit arrêté. Et des militants afro-américains se désolidarisent totalement d'elle, en affirmant qu'elle fait honte à la communauté noire. Les ventes sont faibles, mais sous contrat avec sa maison de disques, Betty sort un dernier album, qui est un échec commercial des plus totales. C'est le point de non-retour. Son contrat est rompu, et celle qui se faisait appeler Nasty Gal, que l'on pourrait traduire par mauvaise fille, ne donnera plus aucun signe de vie pendant plus de 30 ans. En 2017, le documentariste Phil Cox retrouve Betty, et réussit à la faire sortir du silence dans un film qui porte le nom de son deuxième album, They Say I'm Different. Ce documentaire et les rééditions de ses albums qui ont suivi participent alors à rééditer petit à petit la reine du funk pour ce qu'elle était. Une femme puissante, une pionnière, qui a bouleversé la représentation des chanteuses afro-américaines, mais qui a également ouvert la voie à des artistes tels que Prince ou Madonna. Il faudra en effet attendre que cette dernière, une femme blanche et catholique, devienne une star mondiale dans les années 80 pour qu'une femme puisse enfin évoquer sa liberté sexuelle en musique. Dans son autobiographie, Miles affirme ainsi qu'elle était simplement en avance sur son temps. De Betty, qui s'est éteinte en février 2022 à l'âge de 77 ans, il restera ses 3 albums, inimitables et inclassables dans leur genre. Et puis, évidemment, l'inspiration qu'elle a suscitée chez d'autres artistes durant des décennies. Je vous laisserai donc sur un son de Ice Cube, sorti sur son premier album, qui sample le travail de Betty. And then he was gonna think it to myself, won't this bitch bring her ass on? Her mother came in with a joint in her mouth and fired up the
obsessed, no doubt. She said, please excuse my house and all that. I said, yeah, cause I was buzzed from the contact. Looking at her fucked up black and white. Her mom's bitching cause the county check wasn't right. J'espère que l'histoire que je vous ai offerte aujourd'hui vous donnera envie d'en savoir plus sur Betty Davis. Et si c'est le cas, je vous invite à découvrir le documentaire sorti en 2017, Betty Davis, They Say I'm Different, réalisé par Phil Cox. Et je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode de Muse.